환영합니다. 이제 코로나도 끝났으니까요. 한국으로 많이 방문해 주세요. Bienvenue en Corée. Le coronavirus est terminé, vous pouvez désormais visiter la Corée. C'est ainsi que nous accueille notre guide Nancy à Séoul. Je vous emmène cette semaine dans Monde Numérique à 9000 km de la France. Séoul, capitale de la Corée du Sud, j'ai eu l'opportunité de me rendre sur place et outre le fait que c'est un pays très agréable, très moderne, très sûr, l'un des plus sûrs au monde. On peut par exemple oublier un sac sur le bord d'un chemin pendant 3 heures et le retrouver, je vous le garantis, c'est du vécu. Outre le fait également que c'est une ville, Séoul, notamment très propre. Ce n'est pas Paris ou Marseille, il faut bien l'avouer. La Corée reste surtout un pays emblématique en ce qui concerne les technologies. La Corée, c'est le pays de Samsung, de LG, de Hyundai, de grandes marques d'électronique et d'automobile. C'est la 11e nation la plus riche du monde. Elle a beaucoup investi dans le numérique depuis très longtemps. Certes, le décalage entre la Corée et les pays européens n'est plus aussi flagrant qu'il y a 10 ou 15 ans. Malgré tout, la Corée demeure en avance dans les usages. Séoul, par exemple, est la ville la plus connectée du monde. Il y a du Wi-Fi partout, 95% de la population a accès au débit. Ici, le numérique et l'électronique sont omniprésents, avec des bip-bip et des voix de synthèse, et comme en plus tout le monde est très poli, eh bien même les distributeurs de gel hydroalcoolique disent merci. Pour autant, ici, pas d'Apple Pay, par exemple, dans les magasins. C'est uniquement du Samsung Pay. La Corée est bien moins dépendante que nous des technologies américaines. Elle a développé son propre écosystème d'applications. On va donc partir à la rencontre, à la découverte de cette Corée technologique et aussi des rapports de la société coréenne avec le numérique grâce à un jeune Coréen qui va nous servir de guide. Bonjour Chris Han. Bonjour. Pardon, bonjour Sang-woo, c'est ton véritable nom. C'est ça exactement, c'est mon nom coréen. C'est ton nom coréen, mais on va dire ton nom européanisé, c'est donc Chris. C'est ça exactement, c'est le nom européen que mes parents ont donné à ma naissance. Tu es étudiant ingénieur en informatique et en intelligence artificielle. Exactement. Ici à Séoul, mais tu as vécu longtemps à Paris et en plus tu as fait toutes tes études et toute ta scolarité dans des lycées français, donc tu parles parfaitement le français. C'est ça. J'ai vécu dans plusieurs pays, notamment le Japon, Hong Kong et les États-Unis, et à chaque fois j'étais dans un lycée français. Et du coup, là, actuellement, je suis étudiant en échange en Corée. D'accord. Mais je suis étudiant également à Central Supélec en 2e année d'école d'ingénieur. Alors, je suis ravi qu'on puisse avoir cette conversation parce que, d'abord, c'est formidable comme tu parles français et puis tu as une très bonne vision de toute l'évolution et toute la technologie en Corée. C'est vrai que la Corée a toujours été très en avance en matière technologique, Ouais. a toujours eu une image de modernité très très forte. Mm-hmm. Moi, je me souviens, j'étais venu en Corée il y a très très longtemps, en 2008. Ah waouh. Et il y avait déjà des choses qui n'existaient pas en Europe. Il y avait des téléphones avec un petit écran de télé intégré. Ouais. On pouvait regarder la télé sur les téléphones. C'était pas des smartphones d'ailleurs à l'époque. Hein. Ouais. Alors du coup, ça s'appelle DMB. Ouais. Et c'est cette technologie qui permet aux téléphones mobiles de capter des ondes un peu du style radio et pour regarder la télé sur leur téléphone. Donc moi aussi j'ai connu ça. J'ai vécu en Corée entre 2006 et 2010 et je me souviens voir la télé sur mon téléphone mobile même avant avoir les smartphones. Et ça marchait même dans le métro. Exactement, ça marchait partout. Même dans les métros, tu pouvais voir des boîtiers DMB qui permettaient de visualiser la télé en mobile. Alors bon, il y a des raisons historiques au fait que la Corée soit et des raisons économiques au fait qu'elle soit très très orientée sur la tech, compétition avec le Japon, compétition avec le reste du monde également. Mm-hmm. Il y a ce qu'on appelle les fameux chaebols, ces grands groupes Samsung, LG, Hyundai évidemment. Exactement. Vu d'Europe, on a l'impression que c'est des spécialistes de l'électronique ou de la voiture, mais en fait pas du tout, ils font tout. C'est ça, exactement. Samsung, par exemple, ils se spécialisent non seulement dans l'électronique, mais ils font également de l'assurance. Ils font tout ce qui est transport. Hyundai, par exemple, ils font de la construction aussi. Ils ont des centres commerciaux. C'est des chaebols, c'est des conglomérats qui font
plusieurs domaines et vraiment qui ont un point énorme sur l'économie coréenne. Alors aujourd'hui, en 2022, évidemment, ça a continué cette évolution technologique et vous baignez dans le numérique. Ouais. C'est complètement naturel, quel que soit l'âge, pour toutes les générations, tout se fait sur smartphone, évidemment. Hein. Mais il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on ne retrouve pas du tout les applications que nous, on connaît en Europe, C'est ça. qui sont les grandes applications américaines. Oui, alors oui, c'est vrai. On appelle ça la K-Tech, mais la particularité un petit peu du monde numérique en Corée, c'est qu'ils ont leur propre application, leur propre plateforme. Et les gens, du coup, par exemple, au lieu d'utiliser Google, utilisent Naver pour faire des recherches, ou bien au lieu d'utiliser Google Maps, vont utiliser Kakao Maps. Kakao, c'est par exemple une plateforme qui est très connue en Corée. C'est le WhatsApp coréen, entre guillemets, mais un petit peu à l'image des grandes applications en Chine. Ils ont plusieurs types d'applications. Donc, que ça soit Kakao Maps, Kakao Taxi pour commander la taxi, Kakao Bank pour tout ce qui est banque, ou bien tout simplement Kakao Talk pour la messagerie. Voilà, c'est des applications qui sont très utilisées par les Coréens, mais qui n'existent pas trop à l'étranger. Ouais. Et du coup, on voit bien qu'il y a vraiment une forme de protectionnisme. Hein. C'est ça. Google Maps ne fonctionne pas. Enfin, la navigation ne marche pas. Google si Google fonctionne quand même. Hein. Google fonctionne quand même. Ouais. Google Maps, il y a une raison pour laquelle ça marche pas, c'est parce que il y a un intérêt de sécurité nationale. Vu que voilà, c'est des informations qui sont assez sensibles, et vu que la Corée est toujours en situation de guerre avec la Corée du Nord, il n'y a pas de traités de paix qui ont été signés. Il faut faire attention à tout ce qui est protection de la donnée. C'est pour ça, voilà, les données sur tout ce qui est cartographie, voilà, Google Earth, etc. Et pas données à des entreprises étrangères. C'est vraiment les entreprises en Corée, Naver Maps, Kakao Maps, qui vont assurer ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça reste uniquement sur le territoire coréen. Exactement. Alors, c'est très avancé également. La Corée est très avancée. J'allais dire en musique, mais c'est pas le sujet. Mais évidemment, il y a la K-pop et il y a le jeu vidéo qui est pas loin derrière. Oui, bien sûr. En termes de jeux vidéo, culturellement, aussi. C'est super important. C'est une grosse culture. Bah, il y a un peu une blague un peu populaire qui existait dans les années 2010, c'était que si tu veux te marier avec une femme coréenne, il faut que tu battes le père sur une partie de StarCraft, par exemple. Ça, c'était très connu. Il se passe beaucoup de choses également en robotique. Oui. Il y a pas mal de trucs. Alors c'est vrai que c'est un peu les Japonais qui avaient le lead jusqu'à présent. Bien sûr, tu sais où on en est un peu en termes de robotique en Corée? Alors je pense que il y a beaucoup voilà, les Coréens essayent de se spécialiser en robotique, voilà, vu que c'est un domaine qui est très prometteur. Par exemple, récemment, il y a Hyundai qui a fait l'acquisition de Boston Dynamics. Ouais. Donc je pense que voilà, il y a vraiment un intérêt. La société américaine de robots qui fait les robots chiens. Exactement, très connue pour voilà, les robots cheetah, les robots chiens. Atlas, et puis comment il s'appelle le chien aussi je me souviens plus. Spot. Ouais, voilà, Spot. exactement. Mais ils essayent vraiment de porter un intérêt et d'investir dans ce domaine-là pour pouvoir avoir un rayonnement à l'échelle internationale. Et puis alors, si on parle de la vie quotidienne en Corée, oui. On voit que le numérique et la connectivité sont vraiment partout. Des petites choses toutes bêtes, tiens, mais c'est rigolo. Au restaurant, ouais. On n'a pas besoin de lever la main pour appeler un serveur. Ouais, bah bien sûr. Dans les restaurants coréens, tu as simplement un système de boutons intégrés sur les tables qui permet justement d'appeler les serveurs sans avoir à crier ou bien lever la main sans arrêt, sans avoir de réponse. Ou de chercher un serveur qui ne nous voit jamais. Exactement. Et du coup, tous les tables ont un numéro attribué. Et donc, lorsque un bouton est appuyé, les serveurs voient directement sur l'écran qui est en train d'appeler le serveur et peuvent directement aller adresser à la personne. Et ça, c'est bien vécu, tout le monde trouve ça très pratique. Oui. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui marcherait pas trop ailleurs, peut-être en Europe, mais bien sûr, c'est quelque chose. Les Coréens aiment tout ce qui est pratique. Ouais. Et du coup, vu que c'est rapide, il y a une culture de la rapidité en Corée. Et ils appellent ça pali. Pali, ça veut dire vite. Et du coup, voilà, en Corée, tout bouge rapidement. C'est un pays qui a beaucoup progressé durant les dernières décennies. Et du coup, voilà, tout le monde aime cette culture de tout ce qui est rapide et vite. Ouais, il faut que ce soit fluide, faut que... Exactement. Ils aiment pas attendre. Les Coréens n'aiment pas attendre. Ils n'aiment pas attendre. Ouais. C'est amusant aussi dans la rue. Je crois que ça a été un des premiers pays d'Asie à mettre en place un système lumineux pour
pour traverser la route, C'est ça. traverser la rue. En fait, voilà, en Corée, il y a beaucoup de gens qui marchent en regardant leur smartphone. Et donc, voilà, c'est un peu dommage, mais il y a plein de jeunes qui regardent pas les feux en levant la tête. Ouais. Et du coup, pour rendre leur vie plus pratique, ils intègrent, voilà, des feux de... En fait, c'est le trottoir qui s'allume, quoi. Il y a une bande Exactement. sur le trottoir. Il y a une bande sur le trottoir qui s'allume, qui est rouge, voilà, pour signaler à la personne, voilà, il faut pas traverser. Et lorsque on peut traverser, il s'allume en vert. Ouais. Au lieu de faire des campagnes pour dire levez le nez de votre smartphone, dis bon, bah, ok. De toute façon, c'est perdu. Autant mettre des signaux lumineux sur le exact. sol. Exactement. Ouais, c'est très pragmatique. Hein. Tout est dans le côté pratique, Voilà. etc. Dans le pali-pali. Le pali-pali. Ouais. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a une préoccupation comme en France, par exemple, et comme en Europe, un petit peu aussi aux États-Unis maintenant, par rapport aux données personnelles, à la vie privée, etc. Alors oui, bien sûr, on n'est pas en Chine. La Corée, c'est une démocratie et la question de la vie privée est une question primordiale. Et d'ailleurs, par exemple, là récemment, il y a le gouvernement qui ont essayé de mettre en place des systèmes pour faire une récolte de données, pour accélérer tout ce qui est technologique big data, mais en prenant en compte voilà les intérêts de vie privée. Donc par exemple, il y avait une technologie qui était proposée, celle du data dam. C'est une image de barrage de données qui permettrait de récolter des données venant de flux publics et privés, mais en faisant attention à anonymiser ces technologies-là. Donc voilà, en assurant, en mettant en place des modèles de standardisation, de normalisation de données qui prennent en compte l'anonymité des L'anonymat, données. ouais, L'anonymat, voilà, ouais. exactement, de la donnée publique. Pour assurer voilà cette sécurité de la vie privée. D'accord. Malgré tout, on a l'impression qu'il y a peut-être une plus grande confiance en l'État hein, que par exemple en France. C'est clair. Et un grand respect de la réglementation, Bien etc. sûr, bien sûr. Et ça vient, je pense, plus de la culture, de la tradition confucianiste qui existe non seulement en Corée, mais également en Chine, au Japon. Voilà. C'est moins un modèle où l'individu est important, mais plus la collectivité, la communauté. Donc si on peut faire améliorer, accélérer le progrès pour le bien commun, les Coréens sont en général prêts à peut-être mettre de côté une partie peut-être de leur liberté. Ouais. Mais bon, c'est quand même de leur individualisme, on va dire. Exactement. Mais bon, après c'est quelque chose qui change aussi. Parce que la Corée est très américanisée et devient de plus en plus individualiste. Donc même dans la culture du travail, avant si les Coréens faisaient tout pour le bien de l'entreprise et se sacrifiaient beaucoup, il y a quand même plus une culture individualiste qui se développe avec la génération MZ actuellement. Alors, petite parenthèse, la génération MZ, c'est un terme coréen qui désigne à la fois les millennials, c'est-à-dire les personnes nées entre 1980 et 1994, et ce qu'on appelle la génération Z, les gens nés, eux, entre 95 et début des années 2000. Et ils sont très nombreux, ils représenteraient plus d'un tiers de la population de Séoul. Et donc, les entreprises qui font beaucoup plus attention à la liberté individuelle, à tout ce qui est... voilà. Mais on voit que par exemple pour le Covid, tout le monde porte le masque. Il n'y a pas besoin de rappel à l'ordre. C'est quoi ? C'est une peur du virus uniquement ou c'est véritablement aussi un respect de la règle ? Je trouve que c'est un respect de la règle. Voilà. C'est dans les normes confucianistes. Faut respecter l'autorité, il faut respecter voilà les règles qui sont mises en place et ils comprennent très bien que c'est pour le bien du pays. Donc ils font attention à tout ça et pour combattre le virus. Et notamment pendant la crise sanitaire, il y a eu des mesures quand même très strictes en Corée. Jusqu'à il y a pas très longtemps, un étranger qui arrivait par exemple devait encore passer 8 jours en quarantaine, en isolement. Exactement. Avant c'était carrément 15 jours. Tout ça ça rigolait pas quoi. Ça rigolait pas, Mais il y avait quand même pas de confinement. C'était une particularité de la Corée. Ils ont jamais été en confinement. Et peut-être ça vient du fait que voilà les Coréens respectaient quand même assez bien les règles sanitaires. Et donc le gouvernement n'a pas eu besoin d'avoir recours à des systèmes de confinement. C'est amusant. Il y a un système d'alerte par rapport au Covid. Par le système qu'on appelle le Cell Broadcast. C'est ça. Qui n'existe toujours pas en France, soit dit en passant. Qui est donc le fait que
qu'on reçoit des alertes sur tous les téléphones mobiles, même sur les watch d'ailleurs. Moi, je reçois plein d'alertes sur mon Apple Watch. Ah oui, oui. Oui. Alors que je n'ai rien fait, j'ai pas d'appli spécifique. Hein, ça passe par c'est comme de la diffusion comme ça. C'est des alertes. Alors ça fait un peu peur. En plus, c'est en coréen, donc sur le coup, pour un étranger, ça peut faire peur. Pour un étranger, ça fait un peu peur. Voilà, alerte de sûreté générale, je sais pas quoi. Ouais. Et en réalité, c'est juste les statistiques de contamination du Covid. Exactement. Tous les matins, si je ne me trompe pas, à une heure précise, je sais plus trop si c'est à 11h ou 10h du matin. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ils envoient des informations sur combien de gens ont été contaminés aujourd'hui, voilà, les statistiques sur le Covid pour informer la population. Sang-woo, merci beaucoup pour cette mise en bouche, cette mise dans l'ambiance. On va faire une petite pause. Ouais. Chris, je t'appelle Chris, ça t'ennuie pas, hein, Pas du tout. C'est plus facile. On va faire une pause. On va aller à la découverte de Samsung et notamment de 2 endroits. Je vais t'emmener en balade, découvrir deux spots importants de Samsung. Et puis on se retrouve juste après et on parlera du futur. On va parler de métaverse évidemment. On prend la voiture et on part à Suwon, à 30 km de Séoul. C'est là que se trouve le siège mondial de Samsung. Une vraie ville baptisée Digital City, dont la construction a coûté $1 milliard. 4 grandes tours de 30 étages, 130 bâtiments au total. On me montre un petit building standard et on m'explique que c'est là qu'ont été conçus tous les téléphones de la marque depuis le début. 35 000 personnes travaillent à Digital City. C'est une véritable ville où l'on trouve non seulement des bureaux, mais également tout ce qu'il faut pour se distraire et vivre. Des parcs, des terrains de football, des piscines. On se déplace à vélo, des vélos gratuits disponibles librement, comme sur les campus des grandes marques de la Silicon Valley. Samsung, en fait, offre de très nombreux avantages sociaux à ses salariés. Tout est pris en charge, les soins de santé, la garde d'enfants, l'école, la nourriture est gratuite sur place, les loisirs, les transports en commun, etc. Et il y a même à Digital City des événements chaque semaine, des concerts, des défilés de mode ou encore des conférences. Alors quand on circule dans les larges allées, eh bien, par exemple, on se retrouve à Samsung 5G City. C'est une partie du campus qui est dédiée au test de produits 5G. C'est là qu'on trouve également le Samsung Sound Lab, où est designée l'identité sonore des produits. Il y a aussi le MIMO Multiple Input, Multiple Output, où on teste en secret tous les produits Samsung avant qu'ils sortent. C'est devant un grand bâtiment en apparence assez banal que nous nous arrêtons. Nous sommes au Samsung Innovation Museum, le SIM, un musée entièrement dédié à l'histoire de l'électronique grand public. Alors lorsque j'arrive sur place, eh bien il est encore fermé en réalité à cause du Covid. Mais Samsung a bien voulu me le faire visiter, une visite privée exceptionnelle. Je les en remercie. Malgré tout, pas de photos, pas d'interview, alors je vais vous raconter. L'immeuble ne paye pas de mine de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est magnifique. Une architecture très épurée, des salles gigantesques. Alors, le musée en lui-même n'est pas immense, hein, mais les salles paraissent très vastes. Et elles sont donc entièrement consacrées à l'histoire de l'électronique depuis ses origines et bien sûr à l'histoire de Samsung. Samsung, créé en 1938, et qui était au départ une entreprise de commerce d'import-export. En 1969, son PDG décide d'orienter l'entreprise vers l'électronique et le nom change, il devient Samsung Electronics. Samsung va fabriquer des téléviseurs, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des ordinateurs, des téléphones portables. Au départ, il faut bien avouer, on vise la quantité, le bon marché, et ce ne sont pas des produits de très grande qualité. D'ailleurs, la marque Samsung est alors distribuée en Europe, mais elle est connue pour être plutôt bas de gamme, sans commune mesure avec la qualité japonaise, par exemple. Mais vers les années 90, eh bien, la marque décide de changer complètement et de prendre véritablement le virage de la qualité des produits. Samsung signifie 3 étoiles en coréen. Alors il y a toute une symbolique et une signification exacte sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais c'est pour dire qu'à ce moment-là, eh bien, tout bascule
en réalité. Samsung va devenir une marque premium. Le musée ne montre pas que des produits Samsung, hein. On peut voir par exemple l'un des tout premiers réfrigérateurs, l'un des tout premiers téléviseurs. Alors je vous préviens, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. On dirait plus un poêle pour se chauffer avec un petit écran dans un coin. On voit également bien sûr les tout premiers téléphones mobiles, l'américain Motorola, le Motorola Dynatac 8000X, mais également le premier smartphone, ou en tout cas téléphone mobile coréen, le SH100, fabriqué par Samsung en 1988. On peut voir aussi de très vieux PC datant des années 80, des ordinateurs portables, en tout cas transportables, qui devaient peser le poids d'une machine à laver, ou presque. Et puis des climatiseurs, des purificateurs d'air, toujours très à la mode en Corée aujourd'hui. Bref, c'est une véritable plongée dans l'histoire de la marque et un voyage dans le passé de l'électronique grand public. Ce qui est le plus intéressant, c'est un petit film qui est présenté et qui montre une vingtaine de concepts de futurs produits sur lesquels travaille Samsung. Des drones bergers pour aider à surveiller les troupeaux, des purificateurs d'eau de mer ou encore des hologrammes. Si vous vous rendez un jour en Corée, je vous conseille vivement de visiter ce SIM, ce Samsung Innovation Museum, à Suwon, dans la Digital City. Alors pas tout de suite parce qu'il va fermer pour des travaux, si j'ai bien compris, mais évidemment il rouvrira ultérieurement. Bon, du Samsung en fait, il y en a un peu partout en Corée et notamment à Séoul. Dans le centre de la ville, vous trouverez également dans le très célèbre quartier de Gangnam Style, eh bien, la Samsung Digital Plaza, qui est à la fois un magasin, un giga showroom, dans lequel on trouve tous les derniers produits. Ça va du téléphone mobile à l'électroménager, en passant par des meubles de cuisine personnalisables. Vous choisissez vos couleurs préférées et vous pouvez ensuite commander le mobilier qui vous plaît. Alors la Corée de 2022, c'est aussi et surtout le métaverse. Début mai, s'est tenu à Séoul un forum du métavers. C'est l'un des nombreux événements qui ont lieu actuellement autour du métaverse. Pour parler du métavers, on va retrouver notre guide Chris Hahn. Chris, on le sait, la Corée est très engagée, s'est engagée très vite, là, il y a pas longtemps, dans le métaverse. Objectif métaverse pour la Corée, avec des tas de projets. Hein. Oui, donc tous ces projets-là s'intègrent dans le cadre du Korean New Deal, qui était un projet de 62 milliards de dollars prévu sur les 5 prochaines années, qui était mis en place par le gouvernement du président Moon pour préparer véritablement l'économie sud-coréenne pour le futur. Donc, dans le Korean New Deal, il y a deux grosses parties. Il y a d'abord le Green New Deal qui prépare l'économie zéro émission. Donc, c'est l'aspect environnemental. Exactement, environnemental, écologique. Également, le Digital New Deal, qui est, un projet qui va essayer de mettre en place les fondations pour une économie digitale, pour la croissance économique et l'innovation, pour véritablement préparer l'économie coréenne à cette transition digitale. Et donc, dans ce New Deal-là, Digital New Deal, il y a plusieurs composantes. Ouais. Il y a la 5G, la Big Data, l'IA et le métavers. Le métavers. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te prépare dans le métavers ? Alors, dans le métavers, voilà, il y a plusieurs échelles de projets. Donc, à l'échelle nationale, récemment, il y a le ministère des sciences et de l'ICT, donc Information and Communication Technology, qui ont mis une stratégie pour vraiment mettre en place un écosystème qui pourrait rayonner à l'échelle mondiale. Donc 200 millions de dollars qui ont été investis pour préparer en amont plusieurs projets, mettre en place 220 compagnies spécialisées dans le métavers, 40 000 experts professionnels qui assuraient la transition vers la mise en place de cette nouvelle écologie-là, écosystème. Ouais.
Et donc voilà, il y a plusieurs types de projets, vraiment beaucoup d'argent qui sont investis pour. Ouais, il y a un aspect très compétition. Il faut non seulement y aller, mais en plus être parmi les meilleurs. Je crois que l'objectif, c'est d'être dans le top 5 mondial d'ici 2026, un truc comme 2026, ça. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi, et donc ça va passer par des choses très concrètes pour les Coréens qui vont avoir leur métavers. Bien sûr. Bah du coup, je peux peut-être parler plus précisément. Alors à l'échelle plus de la ville. Séoul met en place le projet Metaverse Séoul pour permettre de faciliter beaucoup de choses pour les citoyens qui habitent à Séoul, les Séoulites. Donc par exemple, permettre la mairie met en place des plateformes de métavers permettant aux citoyens de rencontrer voilà les personnes qui travaillent dans l'administration sous forme d'avatar. D'accord. Donc au lieu d'aller à la mairie pour faire une démarche administrative, c'est ça. On mettra son masque de réalité virtuelle. Exactement. Ou même simplement sur écran. Et puis on ira dans le métaverse. Pour rencontrer voilà les personnalités en termes de en tant qu'avatar. Et donc il y a eu tu as parlé de Metaverse 120 Center. Ouais, alors j'en ai pas parlé mais j'allais le citer voilà. On a une discussion avant cette interview là. Ouais. Mais voilà c'est quoi ça? Metaverse 120 Center. Voilà, donc c'est vraiment ce projet de Séoul pour permettre de mettre en place des solutions administratives mais également touristiques. Alors, Séoul cherche à également, vu qu'en ce moment, le tourisme en Corée se développe beaucoup, notamment à Séoul, avec tout ce qui est K-pop, K-drama, ça attire beaucoup de jeunes. Et donc, Séoul essaye de mettre en place des zones touristiques virtuelles pour promouvoir des zones comme le Gwanghwamun, le boulevard juste devant le grand Gyeongbok Palace, où se trouvent notamment les statues du Kim Sejong, de l'empereur. Ah mais oui, bien sûr. Et de l'amiral Yi. Les pères fondateurs de la Corée, d'une certaine manière. Exactement. Ou bien également du Doksugung. Voilà, mettre en place toute cette zone virtuelle 3D qui permettrait aux touristes internationaux de visiter ces zones-là sans avoir à se déplacer, peut-être pour avoir... Pour préparer un voyage, par exemple. Exactement, voilà. Ou sinon, s'il y a des gens qui peuvent pas venir pour X ou Y. Ou y retourner quand on est venu sur place, voilà. Pour se remémorer, etc. Et je sais pas si tu as vu, en ce moment, il y a également le Festival des Lanternes. Oui, magnifique. Ah oui, mais j'ai vu ça hier soir. Ah, magnifique. Extraordinaire. Je sais pas si tu as vu, même sur la rivière Cheonggyecheon, il y a beaucoup de lanternes qui sont sur la rivière. Oui, mais c'est incroyable. C'est des milliers de gens qui se promènent avec chacun des lanternes, des groupes, des chars. C'est ça. Et donc, c'est pour fêter, si je ne me trompe pas, l'anniversaire de Bouddha. De Bouddha, ouais. Donc, même ce festival-là, le projet, c'est de mettre en place un événement dans le métavers qui permettrait aux gens de voir tout ça. Oui, parce que ça, cette cérémonie, là, ce festival, c'est un événement qui est connu internationalement. Hein. Voilà. Donc, c'est la première fois, je crois, qu'un État, et là, en l'occurrence, qu'une administration, comme la mairie de Séoul, enfin la municipalité de Séoul, a annoncé vraiment un projet très concret de métaverse, en fait. Et alors, on sait s'il y a ça, c'est les annonces politiques. Concrètement, on en est où? Alors concrètement, il y a beaucoup de startups qui dans le monde métavers qui sont en train d'émerger. Donc par exemple, il y a une startup là récemment qui a reçu beaucoup de funding de la part du gouvernement et de Samsung également, qui s'appelle DoubleMe. DoubleMe, alors c'est une startup alors c'est un peu on pourrait dire de métavers, mais surtout d'AR, de alternate reality, qui permet de réalité augmentée. Voilà, c'est ça. Augmented reality. Augmented reality, oui. Excusez-moi. Et donc, ils ont un produit qui s'appelle Twin World. Alors, Twin World, c'est un produit qui a deux facettes. Donc, une facette hardware. C'est véritablement une espèce de casque qui permet de visualiser, projeter des hologrammes, donc voir directement des avatars ou bien des projections holographiques de personnes dans le milieu. Dans le monde réel. Voilà, c'est ça. Et également des solutions plus software, logicielles, qui permettent de construire son propre avatar personnel, ou bien des logiciels qui permettent à des créateurs de développer des solutions artistiques, ou bien de proposer leur propre création
artistique Ouais, et les projeter dans le monde. Ouais. Et il y a aujourd'hui des designers, des créateurs de vêtements, Oui, de costumes bien qui sûr. travaillent Ils travaillent dans tout ça. et qui créent des produits pour le métaverse. Il y a même des collaborations qui sont faites avec des groupes de K-pop, Ah ouais. d'idoles, qui permettent justement aux gens de voir des concerts d'idoles de K-pop, mais par exemple dans leur chambre. Donc voilà, c'est vraiment une. Ouais. Il y a un peu ce trend dans le métavers où il y a une convergence avec la culture, je pense réellement. Ouais. Et la culture qui se fait bien sûr beaucoup par le biais de la K-pop, parce que c'est un vrai vecteur de la Hanlyu, la vague coréenne, D'accord. qui a débuté il y a à peu près 20 ans, plus à l'échelle asiatique, avec les premiers dramas qui ont eu un succès énorme. par Ouais, exemple, les au Japon. K-dramas, c'est. Ouais. Exactement, les K-dramas, et maintenant qui se fait plus vers la K-pop, les dramas bien sûr, parce que avec le succès par exemple de Squid Game qui a un succès mondial, tout ça s'intègre un petit peu dans l'innovation technologique. Donc il y a vraiment une révolution qui se fait à la fois d'un point de vue digital mais également culturel. Donc on parle beaucoup de la révolution de la culture technology, qui se fait beaucoup par le biais de gros labels comme par exemple SM Entertainment. D'accord. Tu veux dire par là que, par exemple, je compare avec la France, l'Europe, où dès qu'on parle de métaverse, on dit il y a la moitié des gens qui disent c'est formidable, c'est une opportunité commerciale, et l'autre qui dit ça va être dramatique, c'est terrible, l'addiction, on pousse la technologie trop loin. Enfin bon, un mouvement de réaction très fort. Et tu penses que ce mouvement de réaction donc n'aura pas lieu en fait en Corée parce que il y a déjà une adhésion à la technologie. C'est ça, je pense que c'est dans la culture. La Corée a toujours été très proche de la technologie. Les jeunes, par exemple, le gaming, c'est une énorme composante de la culture de la génération MZ. Mhm. Et de ce fait-là, vu que voilà, tout ce qui est jeu, c'est très en rapport finalement avec le métavers, parce que le métavers c'est quoi? C'est une plateforme où on rentre dans un monde virtuel. Les Coréens ont toujours été très proches de ce monde-là. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup moins de réactions, de réticence, négatives, de crainte, etc. face à l'émergence du métavers. Ouais. Ouais. Il y a également tout l'univers des cryptos, des NFT, etc. Qui se développe. Mais bon, on sent qu'il y a un peu de frilosité par rapport à ça, et ça peut se comprendre. Enfin, les NFT, c'est encore un peu flou. Hein, il y a un peu de régulation, mais bon, ça je pense que c'est parce qu'on est au début. Ouais. Toujours au début de cette nouvelle phase de crypto, de Web3. Et donc, bien sûr, il y a un peu de réticence de la part du gouvernement, mais je pense qu'il y a une grosse vague de libéralisation qui se fait justement avec ce nouveau deal, ce Digital New Deal là. Et donc, par exemple, il y a des personnalités du monde du Web3, des étrangers aussi qui mettent en valeur les efforts qui sont faits par le gouvernement coréen. Par exemple, Alex Salnikov, qui est le cofondateur de la plateforme Rarible, qui est une NFT marketplace qui est très en vogue actuellement. Il a évoqué récemment le potentiel de la Corée à devenir un des plus grands joueurs dans le métavers, parce que voilà, je pense que ça vient justement de plein de facteurs. Il y a le gouvernement qui font beaucoup d'efforts, mais également il y a eu un contexte culturel de la jeunesse qui était très apte à adopter toutes ces technologies-là. Oui, on sait déjà que ça va marcher, quoi. On sait déjà que ça va marcher. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, voilà, il y a un autre souci en Corée, c'est le fait que voilà, les jeunes ont du mal à trouver des emplois. C'est un domaine qui est très compétitif. Mhm. Et justement, le monde du métavers, du Web3 permettent à ces jeunes-là d'avoir une solution alternative pour pouvoir exprimer leur créativité, à pouvoir trouver leur place dans la société. Ouais, c'est une nouvelle perspective intéressante pour eux. Bien Exactement. sûr. Et donc, il y a plein de jeunes qui utilisent, par exemple, la plateforme Decentraland de métavers, mais justement, ils l'adoptent et ils le tournent à leur manière. Par exemple, j'ai vu une interview récemment d'un jeune qui voulait créer son propre building. Donc, Decentraland, si je ne me trompe pas, on peut créer ses propres... Oui, on achète du terrain virtuel et on construit ensuite. Voilà. Et donc, il y a des jeunes qui essayent de créer leur building, où ils essayent de promouvoir des concerts. Ils veulent mettre en place des concerts propres de K-pop dans leur building, de diffuser des épisodes de K-drama, donc qui s'intègrent encore une fois dans ce mouvement culturel. Et alors toi, Chris, donc je l'ai dit au début, tu es en train d'achever
achevé tes études d'ingénieur et tu vas travailler dans le Web3 là bientôt. Alors moi, j'aimerais bien. Je suis en processus. Voilà, j'ai apply dans une boîte qui s'appelle Heichi Labs, qui font du Web3 et de la crypto. D'accord. Et qui propose notamment des solutions de SaaS pour pouvoir développer rapidement des solutions d'applications décentralisées et de crypto-monnaies. Eh ben écoute, on te souhaite très bonne chance. Merci beaucoup. On te souhaite plein de bonnes choses Merci. dans ce projet. Merci d'avoir été avec nous dans Monde Numérique. Merci à toi, Jérôme. Kamsahamnida, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça exactement. Ça veut dire merci. Et puis au revoir. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Au revoir. 안녕히 가세요. Alors ce n'est pas tout. À propos de ce Monde Numérique spécial Corée, je voudrais vous inviter à écouter une autre interview disponible également sur le fil de ce podcast. C'est une interview de Pierre Jou, qui est investisseur en Corée. Il est franco-coréen et je l'ai rencontré également à Séoul. Il nous parle lui aussi du métavers. Et puis, il nous explique aussi comment la Corée réussit aujourd'hui à être à la fois hyper connectée et en même temps à se passer des GAFAM. Et c'est une situation particulièrement intéressante à observer depuis la France, depuis l'Europe. En outre, si vous avez des projets de business qui pourraient intéresser le marché asiatique, eh bien écoutez cette interview de Pierre Jou, vous allez apprendre plein de choses.